J'avais 18 ans quand j'ai appris que le corps d'une femme peut se transformer en champ de bataille. Pas dans les livres, pas en métaphore, pour de vrai, sur la peau, dans le ventre, dans le silence qui vient après. Je m'appelle Maëlys Duroc. Je suis née en 1924 dans un village appelé Saint-Rémy-sur-Loire, si petit qu'il n'apparaissait même pas sur les cartes militaires. J'ai grandi entre les vignes et les champs de blé, entre les rires du dimanche et les messes chantées. Ma mère faisait du pain tous les matins. Mon père réparait des horloges. Mes sœurs, Aurore et Séverine, étaient tout ce que je connaissais de l'amour inconditionnel. Aurore avait 19 ans et rêvait de devenir institutrice. Séverine, 21, brodait des robes de mariée qu'elle n'a jamais portées. Moi, je voulais simplement que le temps s'arrête, que la guerre dont tout le monde parlait n'arrive jamais jusqu'à nous. Mais elle est arrivée. En juin 1942, ils sont venus nous chercher. Pas parce que nous étions des criminels, pas parce que nous avions fait quoi que ce soit, simplement parce que nous étions jeunes, françaises, et au mauvais endroit au mauvais moment. Un officier de la Wehrmacht a frappé à la porte à l'aube. Ma mère est tombée à genoux. Mon père a essayé d'argumenter, mais il a été poussé contre le mur. 3 soldats nous ont traînés dehors pendant que le soleil se levait encore sur les champs que nous ne reverrions plus jamais de la même façon. Ils nous ont jetés à l'arrière d'un camion couvert d'une bâche sale. Il y avait d'autres femmes là-bas, toutes jeunes, toutes terrifiées. Personne ne parlait. Elles pleuraient juste en silence. Je tenais la main d'Aurore si fort que je sentais ses os sous ma paume. Séverine murmurait une prière qui ne se terminait jamais. Le camion avançait sur la route défoncée pendant que l'odeur de sueur, de peur et d'essence brûlée nous étouffait. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas si nous reviendrions. Nous savions seulement que quelque chose s'était terminé ce matin-là, quelque chose qui ne serait jamais récupéré. Nous sommes arrivés au camp en fin d'après-midi. Ce n'était pas un camp de concentration comme Auschwitz ou Dachau. Il n'y avait pas de chambres à gaz ni de crématoires. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que l'histoire officielle mentionne rarement. Un camp de travail forcé administré directement par un officier de haut rang de la Wehrmacht. Un endroit où les règles étaient dictées par un seul homme. Il s'appelait Oberst Friedrich von Steiner, général. 42 ans. Cheveux gris peignés en arrière, posture droite, voix calme. Il ne criait jamais, il ne frappait jamais. Il donnait des ordres sur un ton presque poli, comme s'il demandait du sucre pour son café. C'est ce qui faisait le plus peur. Von Steiner administrait ce camp comme on administre une propriété rurale. Il y avait des règles, il y avait des hiérarchies, il y avait des punitions qui n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute parce que tout le monde savait ce qui arrivait à celles qui désobéissaient. Il choisissait personnellement qui travaillerait à la cuisine, qui nettoierait les chambres des officiers, qui coudrait les uniformes, et qui serait choisi pour autre chose. Personne n'expliquait ce qu'était cette autre chose. Mais nous le savions toutes. Les premiers jours, nous avons essayé de devenir invisibles. Nous travaillions en silence, gardions la tête baissée, évitions de regarder directement n'importe quel soldat. Mais von Steiner nous observait, toujours. Il passait entre les rangées de femmes pendant le comptage matinal et son regard s'attardait. Ce n'était pas un regard de luxure vulgaire. C'était quelque chose de pire. C'était un regard de propriété. Un soir, Séverine a été appelée. 2 soldats sont apparus à la porte de notre baraque et ont prononcé son nom. Elle s'est levée lentement, les jambes tremblantes, et a regardé en arrière avant de sortir. Je n'oublierai jamais ce regard. C'était un adieu. C'était une demande de pardon. C'était la peur pure. Elle est revenue à l'aube. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement allongée sur le lit de planche et a tourné le visage vers le mur. Aurore a essayé de la toucher, mais Séverine s'est recroquevillée comme si elle avait reçu un coup. Je suis restée là, assise sur le sol gelé, sentant quelque chose mourir en moi. 3 semaines plus tard, c'était le tour d'Aurore. Puis, le mien. Je ne vais pas décrire ce qui s'est passé ces nuits-là. Pas parce que c'est interdit ou parce que j'ai honte, mais parce qu'il y a des choses qui, même après 70 ans, sont encore trop lourdes pour être transformées en mots. Je dirai seulement ceci. Von Steiner n'avait pas besoin d'utiliser la violence physique.
Il utilisait le pouvoir absolu, et c'était suffisant. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, c'était l'hiver. Mon corps était squelettique, mes cheveux étaient tombés partout, mais mon ventre commençait à grossir. Aurore aussi, Séverine aussi. 3 sœurs, 3 grossesses, même père. Le silence qui est tombé sur le camp quand ils l'ont découvert était assourdissant. Les autres femmes nous regardaient avec pitié, avec horreur, avec soulagement de ne pas être elles. Les soldats détournèrent le regard. Même les gardes les plus brutaux semblaient mal à l'aise. Von Steiner, cependant, est resté impassible. Il nous a convoqués dans son bureau un après-midi de février. Nous sommes restés là, debout, les 3 sœurs du roc, pendant qu'il signait des papiers sans nous regarder. Finalement, il a levé les yeux et a dit, dans un français presque parfait, « Vous accoucherez ici. Les enfants seront enregistrés comme orphelins de guerre et envoyés vers des familles allemandes appropriées. Vous retournerez au travail dès que vous en serez physiquement capable. » Il n'y avait pas de place pour la discussion. Il n'y avait aucun appel possible. Séverine a accouché la première, en avril 1943. Une fille. Ils l'ont arrachée de ses bras avant même que le cordon ombilical ne soit coupé. Séverine a crié pendant 3 jours d'affilée. Puis, elle s'est arrêtée. Elle a simplement arrêté de parler, de manger, de réagir. Elle est morte 6 semaines plus tard. Officiellement, du typhus. En réalité, le cœur brisé. Aurore a eu un garçon en mai. Elle a réussi à le tenir pendant quelques heures avant qu'il ne vienne le chercher. J'étais à côté d'elle quand c'est arrivé. J'ai vu son visage se briser en morceaux si petits qu'il ne pourrait jamais être réuni à nouveau. J'ai accouché en juin. Un autre garçon. Cheveux foncés, yeux fermés, mains minuscules qui s'accrochaient à mon doigt avec une force inexplicable. J'ai ressenti de l'amour et de la haine en même temps. De l'amour parce que c'était mon fils, de la haine parce que c'était son fils à lui. Ils l'ont emmené le lendemain. La guerre s'est terminée en mai 1945. Von Steiner a disparu avant l'arrivée des Alliés. Certains disent qu'il s'est enfui en Amérique du Sud, d'autres qu'il a été tué par ses propres hommes quand ils ont réalisé qu'ils allaient perdre. Nous ne le saurons jamais. Je suis rentrée à Saint-Rémy-sur-Loire. Ma mère était morte de chagrin. Mon père ne m'a pas reconnue quand j'ai frappé à la porte. Je suis restée là, debout, observant le vieil horloger me regarder comme si j'étais un fantôme. Peut-être que je l'étais. J'ai survécu encore 65 ans après la fin de la guerre. J'ai vécu seule, j'ai travaillé comme couturière, je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'autres enfants. Pendant des décennies, je n'ai pas parlé de ce qui s'était passé dans ce camp. Pas parce que je voulais oublier, mais parce que personne ne voulait entendre. Jusqu'à ce qu'en 2010, à 86 ans, j'accepte de donner une interview pour un projet de mémoire historique sur les femmes oubliées de la Seconde Guerre mondiale. C'était la première et unique fois que j'ai raconté mon histoire complète. Ce que j'ai révélé dans cette interview va bien au-delà de ce qui a déjà été dit jusqu'à présent. Parce que ce qui nous est arrivé, à mes sœurs et à nos enfants, ne s'est pas terminé en 1945. En fait, cela ne faisait que commencer. Dans les prochains chapitres de cette série documentaire, je révélerai des secrets qui sont restés enterrés pendant près de 70 ans. Des secrets sur le destin réel des enfants nés dans ce camp. Sur le réseau clandestin que von Steiner coordonnait. Sur le jour où j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. Mais avant de continuer, si mon histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous croyez que des histoires comme la mienne méritent d'être rappelées, laissez votre soutien avec un like. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que la mémoire se construit collectivement, et chaque voix compte. J'ai passé les 2 années qui ont suivi la fin de la guerre dans une sorte de brouillard. Je ne dormais pas vraiment. Je ne vivais pas vraiment. J'existais simplement. Comme une photographie jaunie qu'on garde dans un tiroir sans jamais la regarder. Aurore était rentrée avec moi à Saint-Rémy, mais elle n'était plus Aurore. Elle ne parlait presque jamais. Elle restait assise près de la fenêtre pendant des heures, les mains posées sur les genoux, le regard fixé sur quelque chose que moi seule ne pouvais pas voir. Parfois, elle murmurait un prénom. Toujours le même, celui qu'elle avait donné à son fils pendant les quelques heures où elle avait pu le tenir.
Elle est morte en 1947. Le médecin a dit que c'était la tuberculose. Moi, je savais que c'était le chagrin. Je suis restée seule. Les gens du village me regardaient différemment. Pas avec pitié, avec malaise. Comme si j'étais un rappel vivant de quelque chose qu'ils voulaient oublier. La France voulait tourner la page, reconstruire, avancer. Les femmes comme moi, celles qui portaient les cicatrices de la guerre dans leur ventre et dans leur âme, ne cadraient pas avec cette nouvelle image. Alors, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je me suis tue. J'ai trouvé du travail comme couturière dans un atelier à Orléans. Je louais une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. Je cousais des robes de mariée pour des femmes qui croyaient encore aux contes de fées. Je rentrais chez moi le soir, je mangeais seule, je m'endormais en pensant à mon fils. À quoi ressemblait-il maintenant? Avait-il 5 ans? 6 ans? Savait-il lire? Avait-il peur du noir comme moi à son âge? Est-ce qu'on lui avait dit qu'il était orphelin? Est-ce qu'on lui avait menti sur qui j'étais? Ces questions me rongeaient, mais je ne savais pas par où commencer. Je ne connaissais même pas le nom qu'on lui avait donné. Je ne savais pas dans quelle ville, dans quel pays il avait été envoyé. Puis, en 1953, quelque chose a changé. J'ai reçu une lettre, une enveloppe simple, sans adresse de retour, postée de Munich. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main, en allemand. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à votre enfant, venez à l'adresse suivante le 12 mars à 14 heures. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser la lettre sur la table pour la relire. Qui m'avait envoyé ça? Comment cette personne savait-elle qui j'étais? Était-ce un piège? Mais je savais que j'irais. Peu importe le danger. Peu importe le coût. Le 12 mars 1953, j'ai pris le train pour Munich. C'était la première fois que je quittais la France depuis mon retour. Chaque kilomètre parcouru ravivait des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Les uniformes, les ordres criés en allemand, l'odeur du camp. L'adresse indiquée était un immeuble gris dans un quartier ouvrier de Munich. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose. J'ai frappé à la porte. Une femme a ouvert. La cinquantaine, cheveux gris tirés en chignon, visage sévère mais yeux doux. Elle m'a regardé longuement avant de dire « Maëlys Duroc ». J'ai hoché la tête. Elle m'a fait entrer. L'appartement était modeste mais propre. Des photos d'enfants couvraient par les murs. Elle m'a invité à m'asseoir et m'a servi du thé. Puis elle a commencé à parler. Je m'appelle Greta Hoffmann. Pendant la guerre, je travaillais comme infirmière pour la Wehrmacht. Pas par choix, mais parce que je n'avais pas d'autre option. J'ai été assignée au camp où vous et vos sœurs étiez détenus. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas participé à ce qui vous est arrivé, a-t-elle continué rapidement. Mais j'ai vu, et je me suis haï chaque jour pour ne rien avoir fait. Elle s'est levée et a sorti une boîte d'un placard. À l'intérieur, des documents, des registres, des listes de noms. Von Steiner tenait des dossiers méticuleux. Il enregistrait tout. Les noms des mères, les dates de naissance des enfants, les familles allemandes à qui ils étaient confiés. Après la guerre, ces documents devaient être détruits. Mais j'en ai sauvé quelques-uns. Elle a posé une feuille devant moi. Mon nom y figurait. Et juste en dessous, une autre ligne. Enfant, masculin, né le 18 juin 1943. Transféré le 20 juin 1943. Famille d'accueil, famille Adler, Hambourg. J'ai lu et relu cette ligne jusqu'à ce que les lettres se brouillent. « Il est vivant ?» ai-je murmuré. « Je ne sais pas » a-t-elle répondu doucement. « Mais vous avez maintenant un point de départ. » Je suis rentrée en France avec cette feuille pliée dans mon sac. Et j'ai pris une décision. J'allais le retrouver. Peu importe combien de temps cela prendrait. Peu importe combien de portes je devrais frapper. Mon fils existait quelque part, et je ne mourrais pas sans avoir essayé. Les recherches ont duré presque 20 ans. 20 ans à écrire des lettres qui restaient sans réponse. 20 ans à frapper aux portes de bureaux administratifs qui me regardaient comme si j'étais folle. 20 ans à économiser chaque franc pour pouvoir prendre le train vers l'Allemagne 1 ou 2 fois par an. La famille Adler avait déménagé de Hambourg en 1950. Personne ne savait où, ou du moins, personne ne voulait me le dire. Les années 50 ont été les plus difficiles. L'Europe reconstruisait, oubliait,
enterrait ses morts et ses secrets avec la même efficacité. Les archives avaient été détruites, dispersées, cachées. Les témoins refusaient de parler, par peur, par honte, par lâcheté. J'ai contacté des organisations d'aide aux victimes de guerre. J'ai consulté des avocats qui me regardaient avec pitié avant de m'expliquer que mon cas était compliqué, sans précédent, probablement sans issue. J'ai même écrit à la Croix-Rouge internationale. Leur réponse était polie, professionnelle et complètement inutile. Les archives étaient incomplètes. Les témoins étaient morts ou refusaient de parler. L'Allemagne d'après-guerre voulait oublier, elle aussi. Et moi, je n'étais qu'une voix parmi des milliers, une mère parmi tant d'autres qui cherchaient des enfants perdus dans le chaos de la guerre. Mais je ne pouvais pas oublier. Chaque nuit, je voyais son visage. Les yeux fermés, les mains minuscules, la façon dont il s'était accroché à mon doigt. Je me réveillais en sursaut, le corps trempé de sueur, persuadé d'avoir entendu un bébé pleurer. Mais il n'y avait que le silence de ma chambre vide. Je travaillais le jour comme couturière, cousant des ourlets et des boutonnières avec des gestes mécaniques. Le soir, j'écrivais des lettres, des demandes, des supplications. J'ai usé des dizaines de stylos, rempli des carnets entiers de noms, d'adresses, de pistes qui ne menaient nulle part. Les années 60 sont arrivées, puis les années 70. Mon corps vieillissait, mes cheveux grisonnaient, mais ma détermination restait intacte. Je refusais de mourir sans savoir. Je refusais de laisser mon fils disparaître dans l'oubli, comme si son existence n'avait jamais compté. En 1972, j'ai enfin eu une piste sérieuse. Un ancien administrateur de la Wehrmacht avait accepté de me rencontrer. Il vivait dans une maison de retraite à Strasbourg, rongé par la maladie et la culpabilité. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai vu un vieil homme émacié, les yeux enfoncés, les mains tremblantes. Il m'a regardé longuement avant de parler. « Vous êtes Maëlys Duroc ? »« Oui. »« Asseyez-vous. » Je me suis assise. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Je me souviens de la famille Adler, » a-t-il dit lentement. Ils étaient privilégiés, proches du régime. Ils ont reçu plusieurs enfants pendant la guerre, des enfants de programmes spéciaux. J'ai serré les poings pour m'empêcher de trembler. Où sont-ils maintenant? Ils sont partis en Autriche après la guerre, Salzbourg, je crois, mais je ne sais pas s'ils y sont encore. Il m'a donné un nom de rue, un quartier. C'était plus que ce que j'avais eu en 29 ans. Je l'ai remercié. Il a détourné les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je suis parti pour Salzbourg le mois suivant. J'avais 48 ans. Mes cheveux étaient presque entièrement gris. Mes mains tremblaient sans cesse à cause de l'arthrite. Mes genoux me faisaient souffrir à chaque pas. Mais j'y suis allé. Le voyage en train a duré des heures. Je regardais défiler les paysages par la fenêtre, les montagnes, les forêts, les villages. Je pensais à toutes ces années perdues, à tout ce temps où mon fils grandissait sans moi, quelque part, peut-être à quelques centaines de kilomètres seulement. Est-ce qu'il me ressemblait? Est-ce qu'il avait hérité de mes yeux, de ma bouche? Est-ce qu'il savait qu'il était adopté? Est-ce qu'on lui avait parlé de moi? J'ai trouvé un Adler dans l'annuaire téléphonique de Salzbourg. Hans Adler. J'ai noté l'adresse dans mon carnet usé, celui où j'avais écrit des centaines de noms au fil des années. Puis j'ai marché jusqu'à cette maison comme on marche vers un précipice, en sachant qu'on va sauter de toute façon. C'était une maison bourgeoise, bien entretenue, avec un jardin fleuri. Des roses grimpaient le long de la façade. Une balançoire pour enfants était installée sous un grand chêne. Tout respirait la normalité. La vie paisible, le bonheur tranquille. J'ai sonné. Les secondes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Puis la porte s'est ouverte. Un homme d'une trentaine d'années se tenait là. Cheveux bruns, yeux sombres, traits marqués. Mon cœur s'est arrêté. C'était lui. Je le savais. Chaque cellule de mon corps le savait. Je reconnaissais quelque chose dans son visage. Une ressemblance avec ma mère, avec Séverine, avec moi-même peut-être. « Oui ?» a-t-il dit en allemand, avec une pointe d'impatience. Je n'arrivais pas à parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Je le regardais,
incapable de détourner les yeux. Je cherchais des traces de moi en lui, de mes sœurs, de ma famille disparue. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé, son ton changeant, devenant inquiet. Je cherche quelqu'un, ai-je finalement réussi à dire dans mon allemand hésitant. Un homme né en juin 1943, adopté par la famille Adler. Son visage a changé instantanément. Toute couleur l'a quitté. Une ombre est passée dans ses yeux. Il a reculé d'un pas. Pourquoi? J'ai pris une grande inspiration. J'ai rassemblé tout mon courage. Parce que je suis sa mère. Le silence qui a suivi était insoutenable. Il me regardait comme si j'étais un fantôme sorti de son passé pour le hanter. Ses mains se sont crispées sur le cadre de la porte. Sa respiration s'est accélérée. Puis, lentement, sans un mot, il a reculé et fermé la porte. Je suis restée là, debout sur le perron, les jambes tremblantes, le cœur en miettes. J'entendais des voix à l'intérieur. Une femme qui demandait ce qui se passait. Lui qui répondait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'ai attendu. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps n'avait plus de sens, mais la porte ne s'est pas rouverte. Finalement, j'ai laissé une lettre dans la boîte aux lettres. Une lettre où j'expliquais tout. Qui j'étais, ce qui s'était passé, pourquoi j'étais venue. Je lui ai laissé l'adresse de mon hôtel. Puis je suis rentrée et j'ai pleuré pendant 3 jours. Il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas savoir. J'avais voyagé pendant presque 30 ans, traversé des frontières, économisé chaque sou, poursuivi chaque piste, et maintenant que je l'avais enfin trouvé, il me rejetait. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Pas après tout ce chemin. Je suis revenue. Le lendemain. J'ai sonné. Personne n'a répondu. Je suis revenue le surlendemain. Même résultat. J'ai laissé d'autres lettres, des photos de moi, jeune, une photo de Séverine et Aurore, des documents du camp, tout ce que j'avais gardé pendant toutes ces années. La 5e fois, il a ouvert. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux, le visage creusé. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» a-t-il demandé, la voix brisée, presque suppliante. « Rien, ai-je répondu doucement. Je ne veux rien prendre de toi. Je veux juste que tu saches que tu as été désiré, que je ne t'ai pas abandonné, qu'on m'a arraché de toi, que pas un seul jour de ma vie je n'ai cessé de penser à toi. » Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Ils m'ont dit que ma mère était morte pendant la guerre, que j'étais orphelin, que mes parents biologiques avaient péri dans un bombardement. « Je sais, ai-je murmuré. Je sais ce qu'ils t'ont dit. Ils m'ont menti. » Sa voix tremblait de colère et de douleur mêlée. Oui. Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Vraiment regardé pour la première fois. « Comment vous appelez-vous » ? « Maëlys. » Il a hoché la tête lentement, comme s'il enregistrait chaque syllabe. « Moi, c'est Mathias. » Et pour la première fois en 29 ans, j'ai entendu le prénom de mon fils. Mathias et moi ne sommes jamais devenus proches. Pas vraiment. Comment aurions-nous pu ? J'étais une étrangère qui portait son visage. Il était un homme construit sur un mensonge que je venais détruire. Nous nous sommes vus quelques fois après cette première rencontre. Des cafés polis, des conversations prudentes. Il me posait des questions sur Aurore et Séverine, sur le camp, sur von Steiner. Je répondais avec honnêteté, même quand ça faisait mal. Un jour, il m'a demandé « Est-ce que vous m'avez aimé ?» Même un peu. J'ai regardé cet homme de 30 ans, cet inconnu qui était mon fils, et j'ai dit la vérité. Je t'ai aimé dès la première seconde où je t'ai senti bouger en moi. Et quand ils t'ont arraché de mes bras, une partie de moi est morte. J'ai passé ma vie à essayer de te retrouver. Alors oui, Mathias, je t'ai aimé, je t'aime encore. Il a pleuré, moi aussi. Mais l'amour ne suffit pas toujours à guérir ce qui a été brisé. Mathias avait sa propre famille, une femme, 2 enfants, une vie construite loin de moi. Je ne pouvais pas exiger une place dans cette vie. Je ne voulais pas. Je voulais juste qu'il sache. Nous nous sommes écrits pendant quelques années. Puis, les lettres se sont espacées. Puis, elles se sont arrêtées. En 2005, j'ai appris par un faire-part qu'il était décédé d'un cancer. Il avait 62 ans. Je n'ai pas été invitée aux funérailles.
Mais j'y suis allée quand même. Je me suis tenue au fond de l'église, discrète, invisible. J'ai regardé ses enfants pleurer, sa femme s'effondrer, et j'ai réalisé quelque chose. Mon fils avait eu une vie, une vraie vie, malgré tout, malgré von Steiner, malgré le camp, malgré moi. Et peut-être que c'était suffisant. En 2010, quand j'ai donné cette entrevue pour le projet de mémoire historique, j'avais 86 ans. Mon corps était usé, ma voix fragile, mais mon esprit restait clair. On m'a demandé si je regrettais quelque chose. J'ai répondu non. Pas d'avoir cherché Mathias, pas d'avoir frappé à sa porte, pas d'avoir dit la vérité. Parce que le silence aussi tue. Et parce que certaines histoires ne peuvent pas mourir enterrées. Von Steiner n'a jamais été jugé. Les enfants nés dans ce camp n'ont jamais été officiellement recensés. Les femmes comme moi n'ont jamais reçu de reconnaissance, d'excuses, de réparation. Nous avons simplement été effacés. Mais tant qu'il reste quelqu'un pour raconter, nous existons encore. Je suis morte 5 ans après cette entrevue, en 2015. J'avais 91 ans. J'étais seule, comme j'avais vécu la majeure partie de ma vie. Mais mes mots sont restés. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, des milliers de personnes entendent mon histoire. Peut-être que parmi elles, il y a une femme qui reconnaît quelque chose, une douleur familière, un silence qu'elle porte. Si c'est le cas, je veux qu'elle sache ceci. Votre histoire compte. Votre douleur est réelle. Et vous n'êtes pas seul. Le monde a essayé de nous effacer. Mais nous sommes toujours là, dans chaque témoignage, dans chaque mémoire préservée, dans chaque personne qui refuse d'oublier. C'était mon histoire. L'histoire de Maëlys Duroc. L'histoire de 3 sœurs qui ont survécu à l'impensable. Et maintenant, c'est aussi la vôtre. Parce qu'aussi longtemps que vous vous souviendrez, nous vivrons encore. Cette histoire n'est pas seulement celle de Maëlys Duroc. C'est celle de milliers de femmes dont les noms ont été effacés des livres d'histoire. Des femmes qui ont porté dans leur ventre les cicatrices d'une guerre qu'elles n'avaient pas choisie. Des mères à qui on a arraché leurs enfants avant même d'avoir pu mémoriser leur odeur. Des survivantes qui ont dû apprendre à vivre avec un vide impossible à combler. Pendant que Maëlys cherchait son fils pendant 29 ans, le monde continuait de tourner. Les monuments aux morts étaient inaugurés, les discours officiels prononcés, les héros célébrés. Mais elle, comme tant d'autres, restait dans l'ombre, parce que son histoire était inconfortable, parce qu'elle rappelait que la guerre ne s'arrête pas quand les canons se taisent. Elle continue dans les corps, dans les mémoires, dans les silences qui traversent les générations. Aujourd'hui, 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons le devoir de nous souvenir. Pas seulement des batailles et des traités, mais des femmes comme Maëlys, Aurore et Séverine. Des enfants comme Mathias arrachés à leur histoire. Des vérités qui ont été enterrées parce qu'elles dérangeaient l'ordre établi. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, si vous croyez que ces voix méritent d'être entendues, alors ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres récits comme celui-ci puissent continuer à être racontés. Activez la cloche pour ne manquer aucun témoignage. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient que la mémoire est un acte de résistance contre l'oubli. Dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Maëlys? Connaissiez-vous cette facette méconnue de la guerre? Avez-vous dans votre propre famille des histoires qui n'ont jamais été racontées? Votre voix compte, votre témoignage compte. Ensemble, nous construisons une mémoire collective qui refuse de laisser ces femmes disparaître dans le silence. Maëlys est partie en 2015, à l'âge de 91 ans. Mais ses mots sont restés. Son courage de briser le silence après tant d'années a ouvert la voie à d'autres témoignages, à d'autres vérités longtemps étouffées. Elle a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour raconter, jamais trop tard pour chercher, jamais trop tard pour refuser l'oubli. Alors aujourd'hui, en son honneur, en l'honneur de toutes ces femmes oubliées, posez-vous cette question. Quelle histoire portez-vous en vous qui mérite d'être entendue? Et qui, autour de vous, attend peut-être simplement que quelqu'un écoute enfin?